Une société apprenante, c'est une société dans laquelle, quand quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre peut apprendre la même chose plus facilement. C'est aussi une société qui apprend à apprendre, c'est-à-dire qui s'interroge sur est-elle organisée au mieux pour faciliter les apprentissages des uns et des autres, des individus comme des collectifs. Pendant longtemps, ça a été restreint à ce qu'on apprenait localement. À partir du moment où on a inventé l'écriture, on a pu plus facilement transmettre une partie des apprentissages. Et d'ailleurs, la culture s'est développée d'autant plus vite, et les sociétés humaines également. Mais à partir du moment où on a des technologies numériques, on a une nouvelle accélération, parce qu'on peut partager non seulement dans le temps et dans l'espace, mais instantanément. Et donc ça facilite les apprentissages des individus et des collectifs, et donc de la société dans son ensemble. Mais comment est-ce qu'on se réorganise au moment où le numérique permet tellement de nouvelles possibilités? C'est ça le défi sur lequel on essaie de réfléchir. Il y a différents types de leviers. Le premier, c'est par exemple d'avoir des bons outils numériques. On a des outils numériques, mais est-ce qu'ils n'ont pas été pensés pour la société apprenante? Beaucoup des outils ont été pensés pour complètement autre chose, voire pour des visées commerciales, ce qui n'est pas du tout le but que l'on recherche ici. Mais c'est aussi, par exemple, de créer des lieux et des moments où on peut se retrouver, discuter et échanger. Et donc créer des tiers-lieux dans lesquels on peut co-créer de nouvelles manières d'apprendre et de partager, ça nous paraît très important. Créer des dispositifs numériques pour le faire. Créer aussi des moments. Par exemple, organiser une fête de l'apprendre, ça peut être un moment dans lequel on célèbre tout ce que l'on a appris pour pouvoir le documenter, le partager et motiver d'autres à apprendre à leur tour et soi-même célébrer ce qu'on a déjà appris. Donc en fait, on apprend tous tout le temps, mais qu'est-ce qu'on apprend de plus pertinent? Est-ce qu'on est invité à réfléchir sur ce que l'on a appris? Pourquoi on l'a appris, comment on l'a appris, et comment est-ce qu'on se donne de nouveaux défis d'apprentissage à partir de là. En français, on dit que la curiosité est un vilain défaut. Et c'est un peu antagoniste avec une culture du questionnement. Donc on voit bien que ce n'est pas la culture par défaut que d'accepter le questionnement de l'enfant. Parce qu'on n'a pas toujours la réponse, parce qu'on n'a pas toujours le temps. On a tendance à leur dire qu'il passe ton bac d'abord, c'est pas au programme. Enfin, on a différents types de réponses face au questionnement des élèves. Et donc aujourd'hui encore, comment est-ce qu'on peut nourrir le questionnement plutôt que de l'éteindre? Les enfants à 4 ans posent le plus de questions. Et puis progressivement, ça s'étiole. Est-ce qu'on peut imaginer une culture du questionnement dans laquelle non seulement on encourage le questionnement, mais on essaie de l'aider à passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la connaissance, ou en tout cas l'information, est accessible en quelques clics. Et donc il ne suffit pas simplement de connaître les réponses, mais il faut être capable de poser les bonnes questions. La culture de la société apprenante, ce n'est pas la culture de la hiérarchie et du contrôle. C'est la culture de la confiance, c'est la culture de la coopération, c'est de la culture du mentorat. Un mentor, c'est un mentor bienveillant qui accompagne le développement, la croissance et qui tolère les erreurs, mais qui accompagne le progrès. Les chefs d'établissement ont un rôle très important. Ils peuvent être avant tout des mentors bienveillants, des animateurs de communauté, des leaders qui entraînent avec eux des équipes en leur donnant confiance en eux, en leur donnant confiance dans leurs capacités, en étant à leur écoute, en étant capable de comprendre les besoins des enseignants comme des élèves, en étant à l'écoute également de toute la communauté éducative, des parents, des associations, des collectivités locales. C'est des passeurs. C'est des gens qui peuvent éventuellement, plus facilement que d'autres, peut-être voir ce qui se passe dans d'autres établissements. Par exemple, faire des rapports d'étonnement ou organiser des fêtes de l'apprendre, dans lesquelles on va célébrer tout ce qu'on a appris dans l'établissement. Quelle était la chose la plus importante qu'on a appris cette année? Est-ce qu'on est prêt à la partager? Est-ce qu'on est prêt à le célébrer? Et est-ce qu'on est prêt à créer une dynamique collective dans laquelle on va tous ensemble rentrer dans ces dynamiques apprenantes? On doit créer ce que j'appelle des cadres de liberté évolutifs et féconds. Alors chaque mot a son importance, il y a toujours un cadre. Et les jeunes ont besoin de cadre, donc c'est bien qu'il y ait un cadre. Mais c'est un cadre de liberté, c'est-à-dire que dans ce cadre, on peut faire des choses, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de rien faire. Et c'est quelque part la responsabilité des adultes que de définir ce qu'on a le droit de faire. Un enfant à 2 ans ne va pas traverser la ville seul, il ne va même pas traverser la rue seul. Par contre, à mesure que l'enfant grandit, on va lui augmenter le nombre de libertés qu'on va lui donner. Et donc on va bien faire évoluer le cadre au fur et à mesure. Et plus on aura vu qu'on peut faire confiance aux jeunes, plus on pourra lui donner de liberté. Et s'ils comprennent les règles du jeu, s'ils comprennent qu'en étant responsables, on leur fera plus confiance, qu'on leur donnera plus de liberté, à ce moment-là, ils peuvent aller toujours plus loin, pas trop loin, mais juste à la bonne distance. Et ce cadre de liberté évolutif devient fécond parce que leur ayant donné de la liberté, ils vont faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées.
La question, c'est comment est-ce qu'on passe d'initiatives locales et un peu dispersées à une culture de transformation beaucoup plus profonde, parce qu'elle doit toucher tous les âges de la vie. Ce n'est pas seulement l'école qui doit se transformer, c'est la société, c'est le monde qui se transforme, et chacun d'entre nous doit se réinventer. C'est le cas de l'école, c'est le cas de l'université, c'est le cas de toujours plus d'entreprises, toujours plus de métiers vont devoir se transformer, mais on en a pris conscience. Et à partir du moment où on a conscience du fait qu'on est perfectible et qu'on a le droit à la bienveillance et à l'exigence à la fois. La bienveillance, c'est nul n'est parfait, et l'exigence, c'est tout le monde est perfectible et tout le monde doit contribuer à essayer d'aller de l'avant individuellement et collectivement. Le fait qu'il y ait toujours plus de gens qui fassent des choses, qui expérimentent et qui le partagent, le fait que vous m'y invitez aujourd'hui, le fait que vous ayez mis le rêve au cœur de la réflexion de chef d'établissement, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait ça il y a 10 ans. Pour moi, c'est autant de signes d'encouragement. Et effectivement, je pense que ce rêve, ça doit devenir un rêve collectif. Cette part de rêve, elle ne doit pas être réservée au chef d'établissement, elle ne doit même pas être réservée aux adultes ou au corps enseignant, elle doit être partagée. Ce moment de rêve, il faut éventuellement le promouvoir avec les élèves eux-mêmes. À quoi rêvent-ils? Est-ce qu'ils sont par exemple capables de trouver ce que les Japonais appellent leur ikigai? Ikigai, c'est, quand on le traduit de manière un peu réductrice, on pourrait dire le sens de la vie. Mais c'est quelque chose qui est à l'intersection de ce que l'on aime faire, de ce que l'on sait faire ou que l'on peut apprendre à faire, de ce où on peut trouver les ressources pour le faire, et ce dont le monde a besoin. Et donc si on sait faire quelque chose qui est à l'intersection de ces 4 grands domaines, alors on va pouvoir avoir une vie beaucoup plus épanouissante. Chacun d'entre nous peut se poser cette question. Ceux qui ont la responsabilité des élèves, des enfants, peuvent se poser cette question, mais on peut aussi se poser cette question en tant que collectif, en tant qu'institution. Qu'est-ce que l'ikigai d'une école? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais ça peut être éventuellement à chacun des chefs d'établissement ou de créer ce rêve commun et de réfléchir à leur propre ikigai.